Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va voir le 19e résumé des cours de physique. Il s'agit du premier oscillateur mécanique, le pendule élastique. Voilà, on commence. Alors, premièrement, on va faire l'étude théorique d'un pendule élastique horizontal sans frottement. Donc, un petit schéma, c'est mieux. Donc, ici, nous avons un pendule élastique au cours de son mouvement. Donc, ici, ça, c'est l'origine du repère. L'origine du repère, il correspond toujours à la position d'équilibre. Le solide, il était initialement en cette position. Voilà, donc je précise. Voilà, donc j'ai tiré le solide vers la droite jusqu'à une valeur maximale xm. Puis je l'ai relâché. Donc le solide, il va osciller autour de sa position d'équilibre. Et on considère toujours l'origine du repère à la position d'équilibre. Ici, nous avons, donc j'enlève le solide ici. Voilà. Donc ici, le solide, il oscille. J'ai pris une photo du solide à un instant t à une position x. Voilà, le solide, il oscille entre une position x max et une position moins x max. Premièrement, lorsqu'il était à sa position d'équilibre, le ressort est là une longueur initiale L0. Au cours de son mouvement, la longueur du ressort varie. Ça, c'est ce qu'on appelle la longueur finale du ressort à un instant t. L moins L0, on va la noter par delta L, c'est ce qu'on appelle l'allongement du ressort. Voilà, premièrement, à cet instant qui est un instant quelconque, quelles sont les forces appliquées au solide? Nous avons le poids vers le bas, la réaction vers le haut, pas de frottement, il est perpendiculaire. Puisque le ressort il est allongé, donc la force elle est c'est une force de rappel dans le sens contraire de l'allongement. Donc voilà la force du ressort qu'on appelle la tension. On ne va pas la noter par la lettre T, on va toujours la noter par la lettre F. Et on va chercher la nature de ce mouvement. On va chercher ce qu'on appelle l'équation différentielle. Alors, premièrement, le système étudié, c'est le solide que nous avons ici. Puis le repère, c'est un repère terrestre. OI, il est lié à la Terre. Le bilan des forces, on a déjà parlé de ça. Puis la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale à 1 fois l'accélération du centre d'inertie. On fait la projection sur l'axe du mouvement. Px, Rx, Fx. Puis on remplace A par AX. P et R, ils sont perpendiculaires à l'axe horizontal OX, donc leur projection est nulle. Puis, on a la tension du ressort. On fait un petit rappel des cours du tronc commun. La tension du ressort, c'est égal à K fois delta L. Voilà. Et pourquoi j'ai pris ici le moins? Parce que la force, elle est dans le sens contraire de notre repère OX. En plus, et ça, ce qui est le plus important, remarquez, donc ça, c'est l'allongement du ressort, c'est-à-dire la longueur finale moins la longueur initiale. Dans notre exemple ici, delta L, elle correspond à cette distance, c'est-à-dire elle correspond à la valeur de x. Donc, je vais remplacer delta L par x. Ici, il y a une question qui se pose. X, c'est une valeur algébrique. C'est possible qu'on soit dans cette région. Alors, lorsqu'on sera dans cette région, la valeur de x, elle sera une valeur négative. Et puis, la force, elle sera, donc, dans cette région, la force du ressort, elle sera orientée vers la droite. Donc, le moins et le moins, ça va vous donner une force qui est positive. Donc, quelle que soit la position dans les abscisses positives ou bien dans les abscisses négatives, on doit toujours mettre ici le moins. Et je remplace delta L par x. Voilà, donc ça fait moins k fois x. J'ai remplacé l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée seconde. Soit vous écrivez d au carré x sur dt au carré, ou bien vous écrivez x deux points, dérivée première et dérivée seconde. Alors ici, on ne va pas calculer l'accélération. Remarquez que l'accélération, elle dépend de x. X, c'est une variable, donc nous avons une accélération variable. Donc ça, nous avons un mouvement rectiligne qui est varié et n'est pas un mouvement uniformément varié. Et à chaque fois que nous avons une accélération variable, on passe à l'équation différentielle. Et voilà ce qu'on cherche. La dérivée seconde plus la raideur sur la masse fois x, le tout égal à 0. Et c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle du ressort. On a pris un cas du pendule élastique dans sa position initiale. Voilà. Donc maintenant, on va faire la solution de cette équation différentielle. Donc la solution, c'est une équation différentielle linéaire. Voilà, c'est une équation très simple. La solution, elle est de la forme suivante. X égale à x max cosinus 2pi sur t0 t plus phi. On a déjà vu comme cette équation dans le dipôle électrique LC, le dipôle parfait, si vous vous rappelez. Alors, on va rappeler les noms.
Ici, x, c'est mathématiquement, c'est l'abscisse, c'est la position. Physiquement, c'est ce qu'on appelle, voilà, donc j'ai oublié de le dire. Quelle est la nature du mouvement? Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne sinusoïdal. Donc, aller-retour, c'est un mouvement qui est sinusoïdal, puisque son équation, il s'écrit en fonction du cosinus ou bien en fonction de sinus. Si vous mettez ici sinus, la solution, elle est toujours validée. Voilà. Donc, x, c'est ce qu'on appelle l'élongation du mouvement. Voilà. Donc, ici, x max, c'est l'amplitude du mouvement. Et puis, la période T0, c'est ce qu'on appelle la période propre, c'est-à-dire sans présence de frottement. Et puis, la phase initiale, phi, c'est la phase à l'instant T égale à 0. Alors, dans ce cas ici, on peut montrer que la période propre égale, donc j'écris son expression, on ne va pas faire la démonstration, on va la faire dans les exercices. On peut montrer que T0 égale à 2pi racine carrée de m sur k, c'est-à-dire elle dépend de la masse du solide, elle dépend de la raideur du ressort. Voilà, ça c'est une relation à connaître par cœur. Parfois on va l'utiliser directement, parfois on doit l'établir. On va faire les deux cas. La suite. Maintenant, donc voilà, je l'ai dit. Alors maintenant, ce que nous avions ici, nous avons un régime périodique. On n'a pas de frottement. Donc, quels sont les cas de figure que nous allons voir et nous allons rencontrer dans les exercices? Premier cas, à t égale à 0, le mouvement il va commencer de x max, de l'amplitude maximale. Et voilà notre régime, c'est un régime périodique. Vous avez la période propre, deux périodes propres, et ainsi de suite. On va voir un deuxième cas. Donc, si le mouvement, initialement, à t égale à 0, il ne commence pas de l'amplitude maximale, il commence de l'amplitude minimale. Donc, voilà le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure que nous allons voir, on va commencer à compter le temps, c'est-à-dire le chronomètre, il va démarrer quand le solide, il passe par sa position d'équilibre, c'est-à-dire au milieu, dans le sens positif, c'est-à-dire une vitesse positive. Et quatrième et dernier cas de figure que nous allons voir, lorsque le solide il passe par sa position d'équilibre, on déclenche le chronomètre et quand le solide elle s'oriente ou bien se dirige vers le sens contraire, c'est-à-dire vous avez une vitesse qui est négative. Pour les sciences maths et les autres branches, on peut prendre x max sur 2 ou bien x max sur 3. Pour nous en PC ou bien en SVT, on va se contenter de ces 4 cas de figure. La suite. Les équations. Donc, si vous voulez déterminer la vitesse dans les exercices, ben, c'est toujours la même relation. La vitesse, c'est la dérivée de x, de l'élongation x. Si vous faites la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et je dérive ce que j'ai à l'intérieur ici, c'est-à-dire 2pi sur t0. Voilà, ça c'est la dérivée de 2pi sur t0, t plus phi. Alors, pour l'accélération, la même chose. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse ou bien la dérivée seconde de x. Alors, on va dériver la vitesse. Vous avez ici la dérivée du sinus, ça fait cosinus. On fait la dérivée de toute cette quantité qui est 2pi sur t0. On a déjà 2pi sur t0, donc ça fait au carré. Et on aura moins tout ça, cosinus 2pi sur t0, t plus phi. Donc, vous pouvez laisser votre expression comme ça, directement. Ou bien, si vous remarquez x max cosinus, c'est exactement l'équation du mouvement ou bien l'élongation x. Donc, si vous voulez simplifier, c'est moins 2pi sur t0 au carré fois l'élongation ou bien l'équation x de t. Le cas des frottements. Alors, le cas des frottements, on ne va pas faire les équations du mouvement. On doit juste voir comment varie la courbe. Donc, si vous avez des frottements, donc forcément l'amplitude elle va diminuer, c'est-à-dire l'oscillateur il va osciller, et son amplitude elle va diminuer jusqu'à ce qu'il s'arrête en sa position d'équilibre en général. Alors, si vous avez des frottements solides, ça veut dire quoi des frottements solides? C'est-à-dire si vous avez un contact avec un corps solide. Voilà, donc l'amplitude elle va diminuer de la manière suivante. Si vous avez des frottements fluides, voilà, ça veut dire quoi fluide? Soit en contact avec un liquide, soit en contact avec un gaz. Donc, dans ce cas, l'amplitude, encore une fois, il va diminuer, mais d'une autre manière. Remarquez que ici, l'amplitude diminue de manière linéaire, ou bien l'amplitude décroît linéairement. Ici, par contre, l'amplitude, elle décroît d'une manière exponentielle, d'une manière courbée.
Donc, dans les exercices, on va vous demander de choisir et d'identifier la nature des frottements. Dans ce cas, c'est des frottements solides. Dans ce cas, ce sont des frottements fluides. Ici, nous n'avons pas la période propre. Nous avons ce qu'on appelle la pseudo-période. Et le régime que nous avons ici, c'est un régime pseudo-périodique. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir. C'est ça, les limites de notre programme. La suite. Alors maintenant, on va faire une étude énergétique d'un pendule élastique horizontal. Premièrement, comment calculer le travail de la tension du ressort lorsqu'on a un déplacement entre deux positions, position 1 et position 2, c'est-à-dire de l'instant T1 à l'instant T2. Quand le solide il se déplace d'une position 1 vers une position 2, il y a la force du ressort qui s'est déplacée, donc on veut calculer son travail. Alors on peut montrer que d'une manière générale, le travail de la force du ressort, de la tension du ressort d'une position 1 à une position 2, c'est-à-dire de l'instant T1 à l'instant T2, c'est égal à 1 demi K fois l'allongement total du ressort à l'instant T1, moins 1 demi fois le K fois l'allongement total à l'instant T2. Et on a montré dans notre cas maintenant, ça c'est le cas général, dans notre cas quand vous avez un pendule élastique à partir de sa position d'équilibre, on a bien montré que l'allongement c'est exactement égal à x. Donc ça fait delta L1, on va la remplacer par l'élongation x1 et delta L2, on va la remplacer par l'abscisse ou bien l'élongation x2. Donc voilà la relation qu'on va utiliser dans les exercices dans le cas d'un pendule élastique horizontal à partir de sa position d'équilibre. Maintenant, voilà, l'unité c'est le joule. Bien sûr, le travail, vous avez vu l'an dernier, en première année, que le travail, son unité c'est joule, c'est l'unité de l'énergie. Donc forcément, toute cette quantité, son unité c'est aussi joule. On va la prendre en joule. Et si l'unité de cette quantité c'est en joule, ça veut dire que cette quantité, elle exprime une énergie. Et c'est comme ça qu'on va poser toute cette quantité, une énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle élastique du pendule élastique. Donc voilà, pourquoi on l'appelle énergie potentielle, il dépend de la position X, et pourquoi élastique, il dépend de la raideur ou bien de l'élasticité du ressort. Voilà le cas général. Donc c'est quoi l'énergie potentielle élastique? C'est 1 demi K fois l'allongement total au carré plus une constante. Dans notre exemple, le cas de notre pendule horizontal, on va remplacer delta L par X, et voilà l'expression à connaître. EP égale à 1 demi kx au carré plus la constante. C'est une énergie potentielle élastique. Potentielle élastique. Alors, on a vu l'an dernier que, bien sûr, on a déjà vu ça, on a expliqué, c'est le joule. Alors maintenant, la constante, on va voir ça dans les exercices. La constante, elle dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle. Ça veut dire quoi? État de référence, c'est-à-dire on va dans les exercices, on va vous donner en quelle position on va considérer que l'énergie était nulle. Est-ce qu'elle était nulle à la position d'équilibre ou bien à la position x max ou bien à la position moins x max? Quand est-ce qu'on peut dire que l'énergie potentielle de ressort égale à 0? Et à partir de cet état de référence, on peut déterminer la constante. Alors ici, je donne rapidement un exemple. Si on vous dit que la position d'équilibre est un état de référence, alors la position d'équilibre, ça veut dire x égale à 0. Vous remplacez x par 0. Et puisque état référence, c'est-à-dire l'énergie aussi égale à 0, dans ce cas, vous allez trouver que la constante égale à 0. Donc on verra ça après avec des applications numériques. La suite. Maintenant, on va faire une déduction. Donc, le travail, c'est égal à 1 demi kx au carré. 1 demi kx au carré, c'est l'énergie potentielle. On peut dire que toute cette quantité, c'est l'énergie potentielle à l'instant T1. Et toute cette quantité ici, c'est l'énergie potentielle à l'instant T2. Et je peux écrire que le travail est égal à EP1 moins EP2. Voilà, et on va pas dire égal à delta. C'est quoi delta? Delta, c'est la variation, et par définition, c'est quoi la variation? C'est final moins initial. Normalement, ici, nous avons initial moins final. Donc ça, c'est l'inverse de delta. Donc on peut dire que le travail de la force de ressort égale moins la variation de l'énergie potentielle. Ça aussi, on va l'utiliser dans l'exercice et à connaître par cœur. Toutes ces relations ici que vous avez en rouge,
Alors maintenant, on va parler des diagrammes d'énergie, c'est-à-dire les représentations des courbes de l'énergie en fonction de l'élongation. On a l'expression suivante, l'énergie totale égale à EC plus EP, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'expression, voilà, donc je peux écrire l'énergie cinétique. Donc vous vous rappelez, donc le système ou bien le pendule, il y a une raideur, un ressort. Donc on a expliqué, nous avons une énergie potentielle élastique. Elle a un mouvement, elle a une vitesse, donc il possède une énergie cinétique. Et d'après l'an dernier, voilà l'expression de l'énergie cinétique. C'est 1 demi mv au carré, et voilà l'expression de l'énergie potentielle et la constante qui dépend de l'état référentiel de l'énergie. Alors, je peux écrire ça autrement pour simplifier. La vitesse, c'est la dérivée de x. Donc, je peux écrire x point quand vous faites en maths x', x point au carré au lieu de mettre v. Donc, vous avez le choix entre les deux écritures. Alors maintenant, on va essayer de déterminer l'équation différentielle par une étude énergétique. On l'a déjà fait par une étude dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton. Alors, on va changer cette démarche. Donc, pour cela, on va considérer le cas de, bien sûr, c'est ça le programme, des mouvements sans frottement. Alors, si on n'a pas de frottement, cela veut dire que l'énergie, il n'y a pas perte d'énergie. L'énergie totale se conserve. Donc, la dérivée de l'énergie égale à 0. Et je dérive toute cette quantité. La dérivée de l'énergie totale égale à la dérivée de l'énergie cinétique, plus la dérivée de l'énergie potentielle, bien sûr, plus la dérivée de la constante. Ce qui va nous donner, quelle est la dérivée de 1 demi m x point au carré? C'est 2, c'est simplifié, ça va nous donner m x point x point. Donc, c'est-à-dire, on va dériver x point une deuxième fois. Donc, ça fait x point, x2 points. Donc, la dérivée d'une fonction, u au carré, vous savez, c'est égal à 2 fois u fois u prime. Donc, 2 fois x point de x point. La même chose. Donc, ici, 2 et 2, c'est simplifié. Donc, égal à k fois x prime. Donc, j'écris moi k fois x point. X point, c'est la vitesse. Je factorise et je simplifie. Voilà, j'obtiens l'expression suivante, m fois l'accélération plus k fois x égale à 0. Je divise par m et j'obtiens la même expression de l'équation différentielle qu'on a obtenue au cours d'une étude dynamique. Alors, on peut faire dans les exercices l'inverse. Donc, soit vous avez, parfois on fait l'inverse, c'est-à-dire vous avez déjà l'équation différentielle et vous faites le sens inverse, vous allez montrer que la dérivée égale à 0, c'est-à-dire l'énergie, elle est constante. Alors, on montre l'énergie constante, c'est-à-dire il y a conservation de l'énergie, et ça, c'est toujours vrai lorsqu'on n'a pas les frottements. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue, c'est-à-dire l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Ou bien l'inverse, quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle, c'est-à-dire il y a échange d'énergie sous deux formes, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. La suite. On va voir ici des petites remarques dont on aura besoin dans les exercices. Alors, je prends un cas particulier, un état référentiel où la constante égale à 0. Ça, c'est l'énergie totale. Alors, maintenant, on peut dire que lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale. Donc, la valeur minimale de l'énergie potentielle, c'est 0. Puisque l'énergie potentielle est un nombre positif, la valeur minimale, c'est 0. Ou bien l'inverse. Quand l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est minimale. L'énergie cinétique, elle est positive. Donc, sa valeur minimale, ça vaut 0. Donc, ça fait EC max plus 0 ou bien 0 plus EP max. Dans ce cas, je peux dire que l'énergie totale égale à EC max égale à EP max. Voilà, je l'écris ici. Et on peut l'utiliser dans les exercices. Maintenant, je remplace l'expression de EC max. Ça veut dire quoi EC max? C'est 1 demi m fois la vitesse maximale. EP max, c'est 1 demi k fois x max, c'est l'amplitude. Je simplifie 1 demi et je peux tirer l'expression de la vitesse maximale. Donc voilà, dans les exercices, on peut vous demander cette petite démonstration. Donc la vitesse maximale égale à x max, l'amplitude, fois la racine carrée de k sur m. Voilà, la suite. Alors on va parler des diagrammes d'énergie. Voilà. Donc ici, nous avons l'énergie cinétique, c'est égal à EC plus EP. Ce qui va nous donner que la variation de l'énergie totale égale à la variation de l'énergie cinétique
plus la variation de l'énergie potentielle. Donc, puisque l'énergie totale se conserve, donc sa variation est nulle. Et je peux déduire que la delta EC égale à moins delta EP. Ça veut dire quoi? Que la variation de l'énergie cinétique, elle est opposée à la variation de l'énergie potentielle. C'est-à-dire, quand l'une augmente, l'autre diminue. Ça va nous aider à tracer la courbe de l'énergie cinétique après avoir tracé la courbe de l'énergie potentielle. Donc voilà, donc le diagramme c'est l'énergie en fonction de l'élongation. Donc le mouvement il est limité entre moins x max et plus x max. Voilà l'expression de l'énergie potentielle et ça c'est l'équation d'une parabole. Donc la courbe de l'énergie potentielle ça va être parabolique. Quand x égale à 0, l'énergie égale à 0. Quand x est maximal, l'énergie potentielle est maximale. Et la même chose pour l'énergie cinétique. Je représente les deux et je vais expliquer. Ce que j'ai ici en bleu, ça représente l'énergie potentielle élastique. Pourquoi j'ai représenté l'autre courbe? Cette courbe, elle représente l'énergie cinétique sans aucune explication. Pourquoi? Parce qu'on sait que la variation de EC, elle est opposée à la variation de EP. Alors, quand EP diminue, l'autre augmente. Et quand EP, bien sûr, EP augmente, EC, elle diminue. Quand l'une est maximale, l'autre, elle est nulle. Ou bien quand l'autre est nulle, l'autre, elle est maximale d'après cette petite expression. Il reste à montrer à représenter l'énergie totale. On a dit que l'énergie totale, elle est constante. Elle est soit égale à EP max, soit égale à EC max. Et ça représente l'énergie totale de l'oscillateur. Voilà, on va utiliser tout ça dans les exercices. Bon courage, merci.